Sur les marchés boursiers, normalement, lorsqu'on parle de conflit armé, on parle de hausse du prix de l'or. Est-ce que ça serait le temps de vendre nos orifères qui ont déjà beaucoup monté? Est-ce qu'on conserve? Est-ce qu'on vend nos bijoux de famille ou pas? C'est ce qu'on parle maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux et bienvenue sur bourse1.com. Aujourd'hui, en fait, cette semaine, je vais vous parler des orifères. Mais avant de parler des orifères, il faut parler du prix de l'or. Hein? On a eu une ascension quand même assez spectaculaire dans les 60 derniers jours. En fait, ça fait environ 2 mois là, que je vous fais des articles, des blogs sur le possible conflit de la guerre en Ukraine, sur la guerre en Ukraine. Et on voit très bien que dans la situation actuelle, on s'aperçoit que c'est un conflit qui va aller en s'allongeant. Est-ce que c'est le temps de vendre au niveau actuel ou c'est le temps de conserver? Je vais vous avouer qu'on est pris entre l'arbre et l'écorce ici et on a des bonnes raisons pour vendre, puis on a des bonnes raisons pour conserver aussi. Puis probablement que la solution à la fin, là, ça va être de faire un hybride entre les deux. Donc, on y va tout de suite. Premièrement, on regarde le prix de l'or. Le prix de l'or qui était avant le conflit, hein, ça fait environ quoi... 8 semaines qu'on parle du conflit avant, donc on en parlait avant l'évasion, qu'est-ce qu'on devait faire. On en a parlé pendant l'évasion et on est rendu au niveau actuel. Le prix de l'or qui était avant l'invasion 1780, on a monté jusqu'à 2000 et là, on est à 1920. C'est quand même une hausse qui est faible en pourcentage pour le prix de l'or. Là, on peut se poser la question, pourquoi la hausse est-elle si faible sur le prix de l'or? Après tout, c'est un conflit armé qui est quand même majeur, qui occupe beaucoup l'actualité. Pourquoi la hausse du prix de l'or est-elle si faible? Et puis là, si vous regardez le graphique, on a beaucoup de difficultés à venir traverser les derniers sommets. On a beaucoup de difficultés à générer de la hausse. Depuis un mois, c'est pour ainsi dire stable. Puis il faut se poser la question pourquoi. Bon, premièrement, je comprends qu'on associe le prix de l'or à de l'incertitude, à une guerre. Donc, quand on a une guerre, on a de l'incertitude, on a une hausse du prix de l'or, et cette équation-là est vraie. Mais il faut penser que c'est une valeur refuge. Alors, qui sent le besoin d'acheter de l'or pour une valeur refuge? Avez-vous senti ce besoin-là personnellement? Je pense pas, là. Je pense pas qu'il y a personne au Québec qui s'est dit « ma banque va faire faillite, j'ai besoin d'acheter de l'or » ou « l'économie canadienne va tellement s'effondrer que le dollar canadien va tellement s'effondrer que j'ai besoin d'acheter de l'or ». Donc, c'est quand même une panique qui a été modérée au niveau mondial. Je comprends qu'en Ukraine, il y a eu beaucoup de panique, mais au niveau mondial, c'était modéré, du moins beaucoup plus modéré que par exemple que quand le COVID est arrivé, où ce cas-là, on a eu une hausse quand même fulgurante du prix de l'or. Pour le plaisir, on met le graphique. Voici les 5 dernières années. Et voici votre hausse du prix de l'or juste ici, de 1100 à 2000 dans la période de la COVID. Et là, on a de la stabilisation. Et là, l'Ukraine, c'est juste ce petit mouvement-là à la fin. Là. Okay? Donc, c'est quand même une hausse qui est modérée. Donc, première raison pour laquelle il n'y a pas eu une hausse extraordinaire des orifères, c'est que la panique est concentrée dans un endroit spécifique et à cet endroit-là spécifique, on a eu besoin d'une valeur refuge, donc une pression haussière. La deuxième raison pour laquelle ça n'a pas monté beaucoup, c'est qu'on était déjà très haut. Il me semble que c'est évident, on regarde le graphique, là, puis l'or est déjà très élevé. On est à 1900, pour ainsi dire, 2000 sur la valeur de l'or, qui est le maximum qu'on avait atteint dans la COVID, puis qui est le maximum atteint aussi, si on recule un petit peu plus loin vers 2010, là, qui est le maximum qu'on avait atteint à cette époque-là aussi. Bref, l'or est à son maximum et on n'a pas les acheteurs nécessaires dans le moment pour leur pousser à un prix beaucoup plus élevé. Bon, évidemment, nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'on transige, c'est intéressant de mettre tout ça en contexte, là, mais ce qu'on transige, ce n'est pas le prix de l'or, c'est les orifères. Et Dieu sait qu'il y en a des orifères au Canada. Donc, on va aller en chercher quelques-unes et on va regarder leurs différents graphiques. Donc, vous allez or et vous avez ici la liste des principaux orifères au Canada. B2Gold, quel bel exemple. Là. Vous avez votre creux juste ici en février et on repart à la hausse. Remarquez que le niveau actuel est presque au même niveau que la dernière fois. On a eu une hausse quand même assez importante, 4,40 à
5,88. Normalement, vous allez retrouver sur toutes les orifères là, un creux en février, une hausse de 10 à 30% au niveau actuel. Très difficile de trouver des titres dans les orifères dans les 60 derniers jours qui ont monté de 40 ou 100%. On n'a pas ça, c'est pas comme les pétrolières, c'était pas le move aussi évident que les pétrolières ici. Là. Donc, on a eu une belle hausse. Je veux que vous remarquiez la difficulté du dernier mois à aller plus haut. C'est vraiment difficile à venir traverser les résistances, à pousser encore plus haut. Donc, ça... On a de la difficulté à générer de la hausse. Barrick Gold, regardez le mouvement ici, remarquez la difficulté juste ici. Labrador, il n'y a pas été du tout. Centra Gold, on a la même hausse ici. Correction. Bon. Là, la raison pour laquelle on en parle, c'est qu'on vous remarquez la dernière cote qu'on a ici à la hausse. Vous remarquez B2 Gold, on avait une cote aussi agressive à la hausse. Vous l'avez sur Yamana Gold aussi, un beau mouvement à la hausse. Et si on va chercher Eldorado aussi, une belle cote aussi. Puis là, on se demande, est-ce que c'est le temps de vendre nos orifères? Puisqu'on se trouve à avoir un mouvement qui se trouve à plafonner depuis environ un mois. On a quand même fait un très beau profit. On a été chercher 20, 25%, 30% de hausse en 60 jours, ce qui est très acceptable, on va le dire comme ça. Et moi, ma stratégie que j'aimerais vous proposer, c'est de venir vendre une partie des profits au niveau actuel, puisque les résistances à la hausse sont quand même marquées. On a eu beaucoup de difficultés à traverser ces niveaux-là. Et on a de la difficulté à générer de la hausse. Contrairement aux autres secteurs comme l'énergie qui pousse, le lithium, pas le lithium, le nucléaire qui pousse, vous avez les matériaux qui poussent bien aussi. Ici, on a de la difficulté à générer des nouveaux sommets. Je garderai quand même une partie des positions. Puis la raison pour laquelle je garderai une partie des positions, c'est que premièrement, il y a des supports de bien définis partout. Regardez les creux, là, comment c'est bien défini, comment ça va être évident si on se met à avoir des cotes à la baisse, qu'on va venir briser à la baisse, puis venir vendre peut-être la dernière position à 13 $. Donc, vendre une partie, en conserver au cas où que le mouvement poursuivrait à la hausse. Et si jamais on retourne à la baisse, on va venir vendre. Et sur la plupart des graphiques, vous êtes capable d'identifier des points de support. Hein? Prenez le creux de la semaine dernière ou le creux d'il y a 2 semaines. Là. Ça va être des beaux points de support et c'est pour vendre une partie. Et si jamais le mouvement se poursuit à la hausse, on va avoir une hausse qui est quand même assez intéressante puis qu'on pourrait en juger. Donc, on se trouvera à couper la poire en deux. Je pense que ça serait la stratégie à utiliser présentement sur les orifères. Voilà. Sur ce, mesdames, messieurs, bon trading.